Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Rogue One Star Wars Story, spin-off réalisé par Gareth Edwards et sorti en 2016. Mais oui, il est content le Wookie. Attention, si tu veux une critique sans spoil, j'ai fait une version écrite sur Top 250, lien dans la description. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Rogue One, le film qui t'explique comment une équipe de l'Alliance Rebelle récupère les plans de l'Étoile Noire. Ou l'Étoile de la Mort, c'est toi qui choisis. Le film arrive à se démarquer de ses prédécesseurs. Par exemple, pas de transition en volée, ni de titres en scrolling comme on a l'habitude de les voir. Tu me diras, dans les deux spin-offs sur les Ewoks, il n'y a pas de scrolling non plus. Mais alors, pourquoi tant d'étonnement chez les internautes quand on leur dit qu'il n'y aura pas de scrolling? J'en sais rien. Donc, contrairement à ce qui avait été reproché à Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, Rogue One n'est pas une copie. Mais il ne se détache pas complètement du reste pour autant. Et c'est là qu'il est fort. Parce que oui, il n'arrête pas de nous rappeler qu'il est lié à l'épisode 4, mais pas seulement. Du coup, tu te retrouves avec des références parfois très utiles à la narration, et parfois tellement abusées que tu sens le fanservice sans intérêt, ce qui est un peu dommage. Mais attention, tout le fanservice n'est pas aussi putassier que R2D2 et C3PO. Il y a des éléments bien plus subtils et beaucoup plus sympas. Par exemple, le gros bourrin qui pousse Jyn sur Jedha, je sais pas si t'as remarqué mais on l'a déjà vu. Et ouais, c'est le gars qui emmerde Luke à la cantina dans l'épisode 4. Comme quoi ce mec cherche vraiment la merde. Et y a pas que ça. Quand Jyn cherche les plans dans le stockage de données sur Scarif avec le capitaine Andor, aucun rapport avec les Ewoks, j'ai vérifié. Et bien Jyn, incarné par Felicity Jones, cite un document qui s'appelle Sabre Noir. Et le Sabre Noir, c'est une arme Jedi récupérée par les Mandaloriens que tu découvres dans la série Clone Wars, ou dans l'épisode 10 de la saison 3 de Star Wars Rebels, ou encore d'autres contenus mais je te laisse trouver. Donc à moins de connaître la série, tu ne comprends pas la référence, mais ce n'est pas important. D'un autre côté, des personnages de la prélogie et de la trilogie originelle sont présents et sont importants. Et là je ne m'arrête que sur deux personnages. Tout d'abord, l'amiral Tarkin. Franchement, c'est osé de le faire revenir en CGI. Alors oui, c'est pas parfait, contrairement à Leia, mais tu finis par t'y faire. Mais je veux surtout parler de Dark Vador, évidemment. Je comprends totalement son intervention à la fin, mais la première apparition sur Mustafar, oui, c'est Mustafar. Là aussi, j'ai vérifié pour dire le moins de conneries possible dans cette vidéo. La scène n'est pas si utile. Par contre, Vador est très bien introduit par la mise en scène avec son ombre monstrueuse. Mais pour ce qui est du gigantisme dans ce film, on va en parler un petit peu plus tard. Je reviens juste sur Mustafar 2 secondes. Alors ok, c'est super bien pensé, parce qu'il y a toute une symbolique derrière Mustafar, le fait que ce soit la genèse de Vador en tant que cyborg, tout ça, mais dans le comics Dark Vador que je vous ai déjà présenté dans un coin comics, tu sens que monsieur est encore meurtri par la mort de Padmé. Alors dans ce cas-là, pourquoi le faire vivre sur Mustafar? Ça n'a pas vraiment de sens, c'est juste pour te dire « Ouais, c'est Mustafar !» Après, on peut se dire aussi que, comme il ne connaît pas encore Luke, comme il ne connaît pas encore la présence de ses enfants, on peut se dire qu'il a perdu la mémoire sur la mort de Padmé. Mais c'est un peu bizarre quand même. Bref, toutes ces références utiles ou non à la narration, elles n'ont qu'un seul but, faire de Rogue One la pièce manquante entre la prélogie et la trilogie. Sans parler des éléments comme les cristaux Kyber, le sénateur Organa, bref, Rogue One c'est tellement riche qu'on ne peut pas te parler de tout dans une seule vidéo. Mais pour se démarquer, Rogue One utilise aussi des outils qu'on ne retrouve que très rarement dans la saga Star Wars. Il est bien plus sombre et bien plus pessimiste. La scène d'intro par exemple. On se retrouve sur une planète à la Terre déchue, on a des images assez ternes, pour le coup tu ne vois pas vraiment arriver l'espoir, mais chose intelligente, c'est que sur ces terres, Galen Erso fait pousser des choses. Du coup, sur ce terrain dévasté qui représente l'Empire et son étoile noire, on se retrouve avec Erso qui y plante la vie. Un espoir donc, traduit par la faille intégrée dans le cœur de cette arme ultime. Et ouais, t'as vu, c'est pas con. Et même s'il y a de l'humour, surtout de la part de K2. Congratulations. You are being rescued. Le film est super plombant. Parce que tu vois, généralement, Star Wars, même si t'as eu plein de morts durant tout le film, à la fin, t'es toujours en mode ouais, c'est la fête, en mode ouais, c'est ça, youpi. Bon, sauf pour l'épisode 3 et 5. Là, c'est pareil, c'est totalement l'hécatombe, et en plus de ça, Vador en rajoute une couche après la destruction de Scafir. Et puis, t'as Leia qui débarque et qui dit que Rogue One a offert un nouvel espoir, et générique de fin. Donc voilà, c'est volontaire, la scène optimiste est tellement courte que toi, en tant que spectateur, t'as pas eu le temps de digérer la mort de toute l'équipe, quoi. Bon, et puis maintenant, on est fixé, hein. Rey n'est pas la fille de Jyn, comme beaucoup l'ont supposé avant la sortie du film. Du coup, pour un Star Wars, quand tu sors de la salle, t'es plutôt refroidi. Et maintenant, je vais vous parler d'une chose que j'ai le plus appréciée, c'est la patte du réalisateur. Gareth Edwards, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mec qui a réalisé Monsters et Godzilla, un pro du gigantisme donc. Et à tous ceux qui disent, de toute manière, Disney va prendre des yes man sans intérêt artistique, allez pomper le dard de Jabba les rageux. Non, parce que là je suis désolé, mais le mec te lâche sa marque de fabrique en pleine tronche, donc tu peux pas dire le contraire.
Et dis-moi dans quel film t'as vu une étoile noire aussi bien filmée au point de la rendre majestueuse comme pas possible. Et si seulement il y avait que ça. Le mec a pensé à plein de choses pour rendre ses décors gigantesques et pas seulement dans le cadrage en mettant sa caméra au sol. Par exemple, pour la ville de Jeddah, le réalisateur te met un Star Destroyer juste au-dessus pour te montrer la grandeur de la cité. Comme sur eBay quand t'as une pièce de 2 € à côté d'un objet. Alors ok, ça peut paraître tout con hein, comme idée, mais ça fait le taf et en plus de ça, il ne s'en sert pas que pour Jeddah. Justement, pour l'étoile noire, il te fout des Star Destroyer minuscules à côté pour te montrer l'immensité du truc. Et je parle même pas de la destruction de Jeddah et du temple par la même occasion, qui est vraiment vertigineuse. C'est pas George Lucas qui aurait fait ça. Désolé de le dire, mais George Lucas, vu comment il filmait le temple de Coruscant de l'extérieur, on se sera retrouvé avec quelque chose de classique et assez fade. Wow, et les TBTT. Alors là, on a tout ce qu'on retrouve dans les films de Gareth Edwards. Une caméra à échelle humaine pour montrer le TBTT encore plus énorme, et quand l'un d'eux se prend un missile dans la tête, on dirait un animal dans les gestes. Le TBTT, chez Gareth Edwards, en fait, c'est le Godzilla de Star Wars. Alors GG monsieur. Et puis le jeu d'ombre et lumière, c'est magnifique! T'as les ombres sur les planètes et l'étoile noire évidemment, mais l'entrée de Vador, quand son ombre domine Krennic, c'est juste hallucinant. Et quand il débarque dans le vaisseau à la fin et qu'il se révèle en allumant son sabre, ah là là, c'est trop beau! Et c'est pertinent d'utiliser l'ombre et la lumière, puisque c'est aussi l'instrument propice pour montrer la noirceur de l'Empire et son travail dans l'ombre, laissant une population sous le joug de la propagande. Comme du jus de fruits? Non, comme du joujou. En résumé, après un Star Wars épisode 7 qui a eu le droit à tous les avis possibles, des plus négatifs aux plus positifs, Rogue One c'est l'espoir d'un bel avenir de Star Wars chez Disney. Pour vous dire, mon affection pour le réveil de la Force a un peu baissé face au potentiel que balance ce spin-off. Oui, j'ai aimé le réveil de la Force, il y a un problème. Et même si Rogue One se passe sur un petit laps de temps, si on exclut évidemment la séquence d'introduction, eh bien il t'invite clairement à te remémorer tout ce que tu aimes dans Star Wars, passant de la guerre des clones à un nouvel espoir. Bref, du grand Star Wars. Ouais, je sais, tout ça pour ça. T'as regardé des minutes de vidéo, tout ça pour en arriver à... Bref, du grand Star Wars. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas le cas, c'est très important que vous fassiez tout ça pour le référencement, etc., etc. Enfin, je vais pas faire du drama, quoi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Je fais la musique a cappella pour les problèmes de droit d'auteur.